Bonjour. Donc, on va vous faire une présentation, Elisabeth et moi, à partir de ce thème et en partant, donc, nous, du côté, on va dire, de l'usage problématique et des addictions. C'est-à-dire qu'on part un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que de l'usage très pathologique. Alors, d'où parlons-nous? Donc, nous sommes cliniciens au Centre médical Marmottan, donc, qui est un centre pour usagers de drogue, qui historiquement a été conçu pour les héroïnomanes, pour répondre aux problématiques d'addiction aux produits illicites, et qui petit à petit, au tournant des années 2000, s'est ouvert à d'autres problématiques de dépendance et d'addiction, et notamment au tournant des années 2000 aux jeux d'argent et de hasard. Et donc les joueurs pathologiques d'argent ont commencé à venir, c'était beaucoup sous l'impulsion de Marc Valeur qui avait fait sa thèse sur le sujet, a beaucoup écrit là-dessus, et donc a été un peu médiatisé sur le sujet, et donc alors Marmottan, comme c'est volontaire, anonyme, gratuit, donc c'est les gens eux-mêmes qui choisissent un peu l'endroit où ils vont consulter. Et donc des joueurs sont venus comme ça consulter. Alors pendant plusieurs années, donc c'était que des joueurs d'argent. Et puis petit à petit, c'est des joueurs de jeux vidéo qui sont venus, entendant parler qu'il y avait des joueurs qui étaient suivis. Donc les joueurs de jeux vidéo sont venus. Et puis après, ceux qui avaient un problème d'usage avec Internet, cyberdépendants qui ne jouaient pas à des jeux, mais qui avaient un usage notamment de la pornographie problématique, se sont dit, tiens, on va les consulter là. Voilà comment ça s'est fait petit à petit. Et où nous en sommes actuellement, c'est-à-dire que les pathologies, on va dire, sans substance, et notamment liées à l'usage d'Internet et des nouvelles technologies, là, des écrans, représentent à peu près 20% de la file active, avec 10% de joueurs d'argent, et puis le reste, c'est cyberpornographie, jeux vidéo. Voilà. Donc ça fait 400 personnes qui viennent par an pour consulter autour de ces problématiques. Sans compter les familles, puisque parmi ceux qui se sont le plus mobilisés à l'apparition des problématiques en lien avec les écrans, les parents ont été très nombreux à venir, et on leur a proposé différents types d'accueil, notamment en groupe. Alors pour faire un peu un inventaire de ce que les nouvelles technologies ont changé dans le monde des addictions, je présente là, donc on pourrait parler d'addiction 2.0, et avec un nouveau paysage qui a une date un peu charnière qui est 2009. Donc on pense qu'à partir de 2009-2010, il y a vraiment eu un impact des nouvelles technologies sur le paysage des addictions. Alors 2009, qu'est-ce que c'est? Alors c'est parce que il y a eu à ce moment-là un développement du marché des drogues sur Internet, et notamment avec les nouveaux produits de synthèse, donc beaucoup de produits de synthèse, et notamment des catinones qui, à partir de 2009, ont remplacé peu à peu l'ecstasy et ont été vendus beaucoup sur Internet. Et depuis, il y a un essor énorme de produits vendus sur des sites fabriqués majorité en Chine ou en Inde ou dans certains pays de l'Est, mais beaucoup. Et donc c'est mondialisé, vendu sur Internet. Voilà comment il y a des nouveaux produits qui sont arrivés. Il y a eu les jeux d'argent qui existaient déjà, bien entendu, mais qui existaient aussi un peu en ligne, mais avec, en 2010, donc là, ouverture aux jeux en ligne, au moment de la Coupe du Monde, donc il n'y avait plus le monopole de la Française des Jeux, et on était obligé, selon des directives européennes, d'ouvrir la possibilité à des paris hippiques, du poker en ligne. Vous vous souvenez en 2010 comment ça. Et donc on va voir les impacts que ça a eu aussi sur les jeux. Et cette légalisation des jeux en ligne, elle se fait notamment au nom de la question des conduites addictives. C'est-à-dire que l'offre de jeux en ligne existait bien avant la légalisation des jeux en ligne et la mise en place de l'ARJEZ, l'autorité de régulation des jeux en ligne. Et c'est notamment pour essayer de réduire les risques addictifs qu'il y a une légalisation de ces jeux en ligne en 2010, à la veille de la Coupe du Monde.
Alors, le jeu vidéo aussi, donc ce qu'on appelle le gaming en anglais, contrairement au gambling pour les jeux d'argent. Donc, les jeux vidéo en ligne aussi ont explosé à peu près à cette époque-là, notamment avec World of Warcraft. Enfin, on en parlera un peu tout à l'heure. Vas-y maintenant. Oui, enfin, World of Warcraft, en 2009, je crois qu'ils atteignent le maximum de joueurs, c'est-à-dire 11 millions de joueurs dans le monde sur un jeu, donc jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. C'est le premier record en termes de nombre de joueurs participant à un jeu vidéo en ligne. Au niveau de la cyberpornographie aussi, donc là, il y a à peu près à cette époque-là vraiment un développement massif avec l'utilisation des portables aussi, des smartphones, qui a permis un accès à Internet partout. Il y a un auteur, là, Al Cooper, qui parlait du triple A pour la cyberpornographie, qui est qu'il y a l'accès, il y a l'abordabilité, et l'anonymat. Et donc ce sont des facteurs qui sont tout à fait importants dans le fait que ça se diffuse et qu'on ait facilement accès donc, à la pornographie. Et puis alors, qui s'est développé aussi dans les années 2010, qui font partie du paysage de plus en plus et qui intègrent différentes addictions et problématiques en même temps, c'est ce qu'on appelle le chemsex, donc les pratiques sexuelles avec des chemicals, donc des produits psychoactifs. Et donc ça combine produits qui sont achetés en ligne, ça combine aussi les applications de rencontres. Grindr, c'est né en 2009, donc une application de rencontre qui permet de se rencontrer. Et ça combine aussi les problématiques d'addiction sexuelle. Voilà beaucoup de choses donc, qui se sont passées à ce moment-là. Alors, une des problématiques, alors là, qui existe beaucoup en addictologie et avec les produits, mais là qui est encore plus vrai, c'est comment distinguer les usages problématiques des usages, on va dire, normaux. Alors, normalement, concernant un usage, donc il y a les non-consommateurs et les consommateurs, et parmi les consommateurs, il y a les gens qui ont un usage à peu près normal, et puis ceux qui commencent à avoir un usage excessif ou problématique qu'on pourrait nommer comme ça, entre guillemets, les malades ou à problème. Mais c'est important de penser les choses comme ça, qu'il y a aussi des usages sains. Dans les classifications, de plus en plus, on fait des pyramides d'usage avec à la base donc, des usages non pathologiques, en montant des usages à risque, et puis arrivant plus vers le haut, donc surtout maintenant dans la manière de penser les choses dans le DSM-5, la classification 5, on pense à un continuum de l'addiction légère à l'addiction vraiment sévère qui serait la dépendance. Dans ce continuum, donc, on voit la difficulté de placer la barre. C'est-à-dire qu'à partir de quel moment on va pouvoir dire « Ah ben là, on rentre dans le pathologique, là, on est à la limite. » Voilà. Toute la difficulté, elle est là, et selon les produits, c'est extrêmement compliqué. Et là, on est avec l'usage d'Internet notamment, et vraiment dans une question centrale et majeure du moment, quoi, c'est où placer le curseur, où placer la barre. Les deux seules substances qui sont, enfin, addictions sans substance qui sont actuellement reconnues comme étant une pathologie mentale, addictions sans substance, donc je ne parle pas des addictions aux substances psychoactives, hein, vraiment sans substance, ce sont le jeu d'argent et de hasard qui est reconnu depuis longtemps et qui est reconnu dans les deux classifications. Donc ça, c'est clair que le gambling est une addiction. Et ce qui a été plus difficilement reconnaissable, ça a été le trouble de l'usage de jeux vidéo. Et alors là, ça a fait beaucoup débat, vous avez dû en entendre parler. Et en 2018, la CIM-11, donc l'Organisation mondiale de la santé, a décidé de classer comme pathologique, enfin dire qu'il pouvait y avoir un trouble de l'usage de jeux vidéo. Alors ça ne veut pas dire que tous les usages sont pathologiques, mais ça veut dire au moins que c'est reconnu comme existant. C'est-à-dire qu'on reconnaît que sur le nombre de joueurs de jeux vidéo qu'il peut y avoir, il y a certaines personnes qui ont une pathologie liée à l'usage. Alors, beaucoup de questions, hein, vraiment ça a soulevé beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux.
Vas-y, je t'en prie. Et le débat, en fait, opposait schématiquement, on va dire, des spécialistes de l'addiction qui avaient pu rencontrer des personnes se présentant comme souffrant d'une problématique liée aux jeux vidéo, et souvent est opposé dans le second camp, en fait, des spécialistes plutôt de l'adolescence qui trouvaient que c'était pas tout à fait nécessaire de convoquer cette notion d'addiction, qui est une pathologie réservée normalement à l'adulte, pour des publics aussi jeunes. Et il faut aussi savoir que ce débat et cette polémique, elle était largement entretenue par les médias qui, évidemment, sont en première ligne sur ces questions et liées aux écrans, quoi. Donc l'OMS, le groupe d'experts, a tranché en disant que oui, il y avait un trouble de l'usage de jeux vidéo possible, défini selon certains critères qui sont les critères habituels de l'addiction comportementale, c'est défini autour de la perte de contrôle, autour de la centration, c'est-à-dire du temps passé, enfin pas simplement du temps, mais de la place accordée à la conduite dans la vie de quelqu'un, quoi. Une personne se met à ne faire plus que ça et abandonner d'autres activités. Et puis la poursuite du jeu malgré des conséquences négatives sur plein de choses, sur plein de niveaux et plein de dimensions. Et tout ça sur une période d'au moins 12 mois. Donc il y a quand même des critères qui sont assez stricts, c'est-à-dire qu'il faut au moins 12 mois de problématiques. Ces critères sont chez l'adulte uniquement, donc on peut extrapoler en se disant ça existe chez l'adolescent, mais ça n'a pas été en tout cas reconnu comme étant une pathologie de l'enfant ou de l'adolescent. Donc ça reste encore en discussion, mais il y a quand même une volonté de reconnaître qu'il peut y avoir un trouble de l'usage du jeu vidéo. Pour la petite histoire, certains pays étaient plus, parce que c'est l'Organisation mondiale de la santé, certains pays étaient plus prompts à favoriser cet usage-là, notamment la Chine, enfin ce trouble-là, notamment la Chine. Parce qu'ils ont une problématique chez eux, beaucoup de jeunes adultes qui s'emparent des jeux vidéo, voilà, comme, je ne sais pas si c'est comme contestation, en tout cas comme mal-être, voilà. Et donc eux étaient prompts à valider ça. Juste sur le jeu, le jeu d'argent, donc ce que ça a entraîné, le fait qu'il y ait donc plus de jeux en ligne, c'est que maintenant il y a à peu près 10% des joueurs qui pratiquent en ligne, et on s'est aperçu que l'offre de jeux en ligne était plus à risque que l'offre de jeux traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a plus de joueurs excessifs, enfin à risque modéré et excessif chez les joueurs qui jouent en ligne que chez les joueurs qui jouent traditionnellement. Donc ça c'est un petit signe, et là il y a donc l'Observatoire des jeux, il y a l'Argel aussi, enfin beaucoup d'institutions qui surveillent un peu les chiffres et qui peuvent faire une épidémiologie donc des troubles, et ils sont aperçus que dans les jeux en ligne, donc il commençait à y avoir une petite augmentation de l'incidence des joueurs excessifs. Et on peut penser en fait que dans cette problématique des joueurs de jeux de hasard et d'argent, en fait, Internet agit un peu comme un catalyseur, puisque contrairement à un casino qui va fermer à 4 heures du matin, Internet c'est tout le temps disponible, et c'est ça qui va faire que le joueur va augmenter son investissement dans le jeu. Il y avait plus de perte de contrôle. Il y avait un psychologue, Stanton Peele, celui qui a écrit Love and Addiction dans les années 70, qui comparait l'avenue d'Internet et des nouvelles technologies à la seringue hypodermique, l'apparition d'Internet, à l'apparition de la seringue hypodermique au XIXe siècle, en disant que ça avait changé et que ça allait changer complètement la manière dont les gens allaient s'administrer certains usages. Alors il y a peu de données, parce qu'on est en train de surveiller, là, ça fait une dizaine d'années. Il y a le rapport UNICEF de 2017 qui est sorti, là, qui quand même montrait que donc les enfants dans un monde numérique, ça apportait pas mal de choses. Alors il parlait de la fracture beaucoup numérique dans le monde, que
que tous les enfants n'avaient pas forcément accès au monde du numérique. Mais surtout, ce qui montrait, il y a pas mal d'études qui montraient ça, c'est que les répercussions de la dépression, de problèmes familiaux, chez les enfants avaient moins d'impact que le temps qu'ils pouvaient passer sur leurs écrans. C'était un facteur qui était beaucoup moins problématique finalement, le temps passé sur un écran, que d'autres impacts qui sont liés au contexte. Et ce qui revient souvent, c'est que ceux qui vont avoir du mal dans le monde numérique, c'est ceux qui sont mal accompagnés et ceux qui avaient déjà des problèmes avant, quoi. Voilà. Enfin, c'est un peu ce qui ressort. Et ceux donc du coup qui vont avoir un usage différent d'Internet et qui vont chercher souvent une fonction échappatoire, une fonction refuge dans ces mondes-là. C'est parce qu'ils ont cet investissement avec cet objectif-là, de pouvoir se couper du reste du monde et souvent de leurs difficultés, que ça peut prendre cette forme-là. Alors, quelques points pour repenser la question des usages et du mésusage. Donc, comme je vous disais, il y a un continuum entre l'usage et l'usage problématique, et qu'une des questions, c'est comment protéger les personnes qui seraient plus vulnérables ou particulièrement vulnérables. On sait dans les addictions que la période de l'adolescence est une période charnière, dans le sens où c'est là qu'on fait les apprentissages, qu'il y a le développement neuro-psycho-affectif qui n'est pas encore terminé, que c'est là qu'on apprend à maîtriser ses impulsions. Et donc forcément, c'est une période particulière et il faut pouvoir encadrer les usages à ce moment-là. Mais encadrer, ça ne veut pas dire interdire, ça veut dire les accompagner. Et faire ce qu'on appelle une éducation à l'image, une éducation à l'écran. Et pour cela, il y a besoin de médiation. Enfin, on parlait beaucoup tout à l'heure d'outils de médiation. Il y a besoin de médiation, de liens, et puis d'une incarnation aussi physique. Incarnation, parce qu'on sait très bien que pour apprendre à gérer ses émotions, le corps, l'incarnation par le corps est tout à fait indispensable. Quand on travaille avec les patients addicts, on travaille beaucoup aussi sur le côté corporel, sur le côté médecine somatique, les soins à apporter là-dessus, mais aussi tout ce qui est atelier psychocorporel pour pouvoir trouver un enracinement, une manière de ne pas être simplement dans l'intrapsychique et le psychique. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus ? Ouais, on va devoir bientôt terminer, mais c'est toujours difficile, je trouve, de penser les usages et les mésusages. On est souvent dans une manière de penser qui est à chercher soit la responsabilité, soit la causalité. Et en psychiatrie, on est beaucoup trop là-dedans, à chercher la causalité et la responsabilité. Ce qui fait que on a du mal à organiser les choses un peu autrement, et que là, particulièrement dans les usages, c'est comme toute technologie, hein, c'est la notion du pharmacone, c'est à la fois un usage positif, un remède et un poison, et c'est difficile de penser les deux. Là, quand je revoyais l'intitulé de la deuxième partie, donc c'est du toxico-viral, donc on pense ça comme soit une infection virale, soit comme une intoxication, et on reste dans une manière de penser qui est celle-ci, qui n'est pas que ça puisse être à la fois un remède et un poison, c'est tout de suite dans quelque chose d'un peu défensif, et c'est difficile de penser au-delà de ça. Comment on fait pour traiter cette question de la dépendance aux écrans ? Voilà, comment on s'y prend, voilà, rapidement, avec un outil qui peut aussi servir aux éducateurs. Voilà, parce que je suis formateur aussi en travail social à destination des éducateurs spécialisés, je sais que c'est un outil qui peut leur servir. Voilà, normer seuil d'inquiétude. Donc pour ce qui est des durées de connexion, actuellement, chez les adolescents, donc chez les 6-17 ans, on est à 4 heures par jour à peu près, selon un sondage médiamétrique qui date de 2017.
5 heures par jour pour les 15-16 ans, donc ça augmente sensiblement. Et à l'unité CP3A, on reçoit, alors en moyenne, hein, ça vaut ce que ça vaut comme moyenne, mais on est à peu près à 50 heures par semaine, ce qui est évidemment un volume de consommation considérable. Voilà. Alors, les signes d'inquiétude qui peuvent vous alarmer, vous rassurer s'ils ne sont pas là. D'abord, sur un plan psychique ou social, bon, la question de l'irritabilité, des colères face à la déconnexion, voilà. Alors, sachant qu'on l'observe également dans le champ de la normale, hein. Moi, il m'est déjà arrivé de casser un clavier violemment pendant ma thèse. J'avançais pas et c'est Pacman qui a pris. Voilà, donc la question de... Voilà, les parents sont de plus en plus confrontés à des mouvements de colère très importants quand ils demandent à leur progéniture de ralentir un peu. Donc évidemment, la perte des centres d'intérêt scolaires, relationnels, sportifs aussi. Voilà. Et puis, alors, sur un plan plus qualitatif, hein, au-delà de ces questions de 50 heures par semaine, ça fait beaucoup, mais il faut aussi considérer le type de consommation, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose de passer 50 heures par semaine sur le niveau 62 de Counter-Strike, d'avoir une vie numérique, on va dire, bien diversifiée sur YouTube, sur des réseaux sociaux, voilà, sur Facebook évidemment, et puis voilà, donc c'est pas la même chose, donc il faut aussi pouvoir apprécier ça. En symptômes physiques, on a les yeux secs, des problèmes d'alimentation bien souvent, j'ai oublié de le mettre, migraine, le syndrome du canal carpien, hein, c'est l'inflammation du tendon ici, quand on écrit beaucoup, ça arrive aussi. Alors des problèmes d'hygiène, et puis un manque de sommeil avec une réduction du sommeil profond au profit du sommeil paradoxal, qui est beaucoup moins reconstructeur, hein, sur le plan cognitif, c'est-à-dire que le devoir de maths qu'on laisse, sur lequel on cale à 18h, c'est le sommeil profond qui va faire que le lendemain matin, quand je vais me réveiller, je vais réussir à trouver la solution. Donc il faut savoir qu'on arrive aujourd'hui à peu près à un peu plus de 70% des adolescents, lorsqu'ils se réveillent la nuit, ils consultent leur portable. Et du coup ben, ça les maintient en éveil, et ça aussi, ça réduit la question du sommeil profond. Voilà, alors les principaux sites, jeux et applis de la dépendance, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, sinon j'aurais pas le temps de finir, mais voilà, rapidement. Sur PC et console, Minecraft, qui est plus pour les plus jeunes, qui est une espèce de Lego numérique. Il faut beaucoup créer. League of Legends, qui est une espèce de défouloir où on est dans une arène et le but c'est de se battre et de tuer le plus possible. Counter-Strike, qui est un FPS, un jeu de tir à la première personne, qu'Elisabeth Rosset évoquait tout à l'heure. Call of Duty, Grand Theft Auto, voilà, bon, je passe là-dessus. Les PC et smartphones, Clash of Clans et une mention spéciale pour Fortnite. Effectivement, Elisabeth Rosset en parlait tout à l'heure, c'est extrêmement viral, c'est un véritable fléau en ce moment. Et c'est d'autant plus ravageur qu'on a ce qu'on appelle des loot boxes, c'est-à-dire des espèces de pochettes surprises, qui fait que vous avez en fait des options qui s'offrent aux joueurs, mais qui doivent être achetées pour progresser plus vite dans le jeu. Et donc évidemment, ça a une certaine valeur sociale aussi, parce que dans la cour de récré, si vous avez réussi à augmenter en quelque sorte votre pouvoir d'action sur le jeu, les petits camarades vont vous aimer davantage. Et donc du coup, ça conduit les gamins à faire cramer la carte bleue de leurs parents. Hein, c'est souvent comme ça. On a un gamin de 14 ans au CP3A qui a fait quand même des dépenses pour 7 000 € avec la carte de sa grand-mère et de son père. Donc là, la question des seuils d'inquiétude, elle est vite réfléchie.
Donc voilà, alors il faut savoir que sur cette question des loot boxes, c'est l'Angleterre, la Suisse et la Belgique ont déjà légiféré là-dessus. Et la France est en train de le faire en faisant passer donc, Fortnite et ces jeux avec ces boîtes surprises pour des jeux de hasard et d'argent, puisqu'on ne sait pas ce qu'on achète, et donc ils seront soumis à la même législation que la Française des jeux, quoi. Voilà, alors je continue. Donc les sites et les applis, donc Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube, c'est clairement les quatre qui tiennent le haut du pavé. Et puis aussi préciser que on a quand même plus de 5 millions d'enfants et d'adolescents qui sont sur des sites de rencontres sur un mode un peu anthropomorphique avec les adultes. C'est-à-dire qu'ils voient les parents et les adultes sur Mythique et sur les sites de rencontres, et donc du coup, eh bien, c'est l'occasion de faire des expérimentations sur la question de la séduction et de ce que c'est que l'autre sexe, comment l'approcher. Voilà, c'est énorme, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà, il faut savoir que ça existe et que du coup, voilà, c'est un lieu d'expérience. Voilà. Alors, juste un cas particulier pour Facebook, parce qu'il y a 80% d'adolescents qui sont sur Facebook aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement viral. Mais alors, cela dit, donc les chiffres s'arrondissent. Hein, depuis 2-3 ans, on plafonne à 80%. Enfin, bon, c'est quand même énorme. Et il faut savoir que la politique de publication sur Facebook est extrêmement laxiste. Vous le savez probablement, mais enfin... juste pour information, donc les morts violentes ne sont donc pas systématiquement bannies sur Facebook, puisqu'elles peuvent avoir, selon les autorités de Facebook, une valeur informative, de même que les manifestations de violence envers les enfants qui peuvent servir à aider l'enfant et à lui porter secours, la cruauté envers les animaux. Là aussi, il s'agit de sensibiliser les gens, donc on a le droit de publier ça. Et les suicides et les tueries, notamment, vous savez que le 15 mars dernier, le massacre qui a eu lieu à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, c'est 50 morts, ça a été diffusé sur Facebook Live, c'est-à-dire que le type, il s'est filmé en même temps et c'était donc diffusé en direct. La vidéo a été vue que 200 fois. Elle a été supprimée 1 500 000 fois par Facebook. Mais aujourd'hui, je vous défie de trouver un seul collégien qui n'a pas vu la vidéo. C'est-à-dire que ça passe sur des sites miroirs et puis après ça passe sur Facebook, notamment sur le fil d'actualité. C'est-à-dire que sur les fils d'actualité de Facebook, vous trouvez tout. Hein. Tout. Quand je vous dis que c'est tout, c'est tout. C'est-à-dire que vous voyez des tournantes, vous voyez Alors ce qui a buzzé beaucoup, c'est le pilote de l'hélicoptère jordanien brûlé vif dans sa cage aussi, une décapitation d'une femme mexicaine aussi qui a été... Enfin, voilà, c'est une... Je sors tout juste de 2 ans d'études sur le terrain du lycée Henri IV jusqu'à la PJJ sur la réception des images trash chez les adolescents. Je peux vous assurer que, quel que soit le milieu et les catégories socio-professionnelles dans lesquelles on se trouve, les adolescents sont hyper confrontés à du trash, et le trash est structurellement viral et crée énormément de dépendance. Je vais y revenir tout à l'heure sur la question des logiques de dépendance. Voilà, je passe rapidement. Donc voilà, les logiques de dépendance. Alors, bien savoir que ces logiques de dépendance, elles ne datent pas d'hier. Déjà en 1641, l'invention de la pascaline, ça fait déjà buzzer. C'est-à-dire que ça crée plein de passions. Les gens accusent Blaise Pascal d'avoir produit un outil qui pense par lui-même. Donc il va être amené à produire le premier mode d'emploi de l'histoire. On chante ses louanges sur la grande place du Louvre avec des démonstrations publiques par Robert Val. Tout ça pour une additionneuse, hein, elle fait juste des additions. Donc du coup, cet exemple est intéressant parce qu'elle montre à quel point notre rapport à la technique
est structurellement énigmatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne sais pas ce que la machine peut faire, eh bien, je me retrouve en position de fantasmer énormément à son endroit, et donc du coup, j'y reviens. Voilà, je vais y revenir là-dessus, mais voilà, typiquement le cinéma, quand il est arrivé, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, ça a été comme vous le savez, aussi des mouvements d'effroi ou d'admiration. Les gens quittaient la salle en courant, ou alors voilà. Enfin, donc le rapport structurel énigmatique à la technologie. Alors, ouais. Alors si on peut éteindre les lumières juste parce qu'il va y avoir des vidéos et du coup voilà, vous savez c'est l'image de Kubrick où on voit des premiers singes hominidés et c'est une allégorie qui est assez intéressante, c'est-à-dire que vous voyez les premiers singes qui se retrouvent face au grand monolithe dans une sorte de fascination comme ça, et Kubrick, ça lui sert en fait à montrer que l'humanité démarre là, dans un rapport énigmatique en fait à une sorte d'entité qui n'est pas sans rappeler les smartphones d'Apple. D'ailleurs, au passage, je précise que Apple ne communique pas sur les rouages techniques de ces petits outils. Ils ne communiquent que sur un mode fictionnel, c'est-à-dire ils vous font rêver, mais ils ne vous disent pas les limitations en fait. Voilà, Samsung est plus là-dessus, mais voilà, on n'est pas sur 16 gigas, machin. 5 minutes déjà. Voilà. Alors, je continue vite fait. Voilà. Le pouvoir qu'on prête aux algorithmes, là, vous en avez un. Vous voyez, quand vous tapez des premiers mots sur Google Instant, par exemple, je veux, j'ai peur, ou voilà, ou j'ai envie de toi, j'ai envie de mourir, par exemple. Voilà. Donc, ça veut dire quel pouvoir on prête aux algorithmes, qu'est-ce qu'on en attend. Écrire ça sur Google, c'est par millions. Quand vous tapez j'ai envie, c'est ça ce que vous trouvez par millions. Donc ça pose quand même question sur le rapport qu'on entretient aux algorithmes et à la question de la réalité psychique qui se manifeste au travers du numérique. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas content de la réalité que vous avez en face de vous à l'écran, vous la faites défiler. Vous avez qu'à cliquer, hop, on change de réalité. Ce qui fait qu'il y a du surgissement, énormément de surgissement, qui fait que l'instant, voilà, et du coup vous pouvez vous composer une sorte de rapport à l'algorithme qui est très subjectivé. Par exemple, si vous demandez le but du jeu à Counter-Strike en bas à gauche, là, à un joueur, il va vous dire c'est avoir la grande maison blanche qui est sur la droite. À Sims, en bas à droite, c'est de sortir de la ville avec une voiture qui va le plus vite possible. Mais par contre, il n'y a pas assez d'embouteillage, dit le même joueur. Ou alors, en haut, encore sur les Sims, le but du jeu, c'est de se retrouver dans les catacombes en dessous du cimetière. Donc le rapport qu'on entretient aux algorithmes est extrêmement subjectivé. Vous voyez, on est dans une énigme qui fait qu'on plaque en fait sa subjectivité face à ce qu'on ne sait pas que l'algorithme peut produire. Il faut savoir que c'est 178 fois par jour on ouvre son portable en se demandant qu'est-ce que le portable va me réserver. Vous voyez, le portable vibre, stupeur et tremblement, et puis du coup on ne peut pas s'empêcher de l'ouvrir, c'est quelque chose qui persiste, et donc en général l'instant qui précède est beaucoup plus excitant que la découverte d'ailleurs du message lui-même qui en général est assez décevante. Donc voilà. Alors, donc tout ça concourt à faire qu'on se retrouve dans un environnement numérique très égosyntonique qui fait qu'à force de cliquer, vous voyez, c'est la machine à sous, quoi. On se compose un environnement qui est égosyntonique, qui est en résonance avec le moi, et du coup, voilà, plus l'environnement correspond à mes attentes, et plus je suis en droit d'en attendre une certaine promesse pour répondre à mes désirs et à mes angoisses. Alors, voilà. Alors, j'en arrive au point le plus important sur les logiques de la dépendance. Moi, voilà, jusqu'à être plus exhaustif, j'en vois 4. Alors, d'une part, le réaménagement du rapport au père symbolique, c'est-à-dire
On voit énormément de consultations au CP3A qui reposent sur des exigences parentales trop fortes pour les adolescents, notamment en termes scolaires. Et quand un gamin n'est pas à la hauteur de l'idéal de ses parents, qu'est-ce qu'il fait ? Il se replie naturellement sur des lieux où il peut retrouver en quelque sorte quelque chose d'une aimabilité. C'est-à-dire qu'en se confrontant à un algorithme, il se confronte à un père qui vous dit si oui ou non vous avez échoué ou vous avez un succès par rapport au franchissement d'un niveau. Et donc au plan psychique, c'est assez rentable en fait de procéder comme ça, parce que si mes parents ne m'aiment pas pour telle ou telle raison, si je me sens coupable pour telle ou telle raison, me replier sur un algorithme, c'est me donner la possibilité de retrouver quelque chose d'un petit peu plus bankable en quelque sorte, quelque chose d'un petit peu plus une restauration. Alors je finis. Voilà. Se défendre contre des contenus à valeur traumatoïde. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Facebook, il circule tout un tas de saloperies sur Facebook, même si on n'a pas le droit à une photo d'avatar d'une femme qui allaite. Mais voilà, il faut savoir que plus vous êtes brutalisé par les contenus Facebook, et plus ça va être viral. Pourquoi ? Parce que précisément, ça disqualifie les processus de pensée, et vous vous retrouvez complètement effracté avec des gamins qui vous disent « j'aurais jamais dû cliquer là-dessus », alors sachant qu'en plus il y a une mise à jour depuis 2017 qui fait que les vidéos se déclenchent toutes seules, donc vous n'avez même pas le choix. Et donc du coup, vous avez des gamins qui disent « j'aurais jamais dû voir ça, ça n'arrête pas de me coller ». Et donc, en fait, ils le partagent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin du concours du collectif pour relancer leur processus de pensée et pour pouvoir se raconter quelque chose là-dessus, parce que sinon, ils restent dans un état de sidération. Voilà. Alors, juste les deux derniers. Voilà. Retrouver ses parents, partager quelque chose avec eux, c'est-à-dire qu'avec il y a des gamins, en fait, ils ne peuvent pas partager quelque chose sans être en train de faire un jeu vidéo avec leur frère ou avec leur père. Ça c'est voilà. Et puis répéter. Alors une minute. On peut mettre juste la. D'accord. Non, tant pis. Non, c'est. Non, tant pis. Ouais, une minute pour ça aussi. Oui, laissez-le parler. Vous la mettre Yézidi, 5 minutes 30. Oui, Non, c'est à partir de 5 minutes. Partons maintenant aux Kurdes. Embrigadés par ses ravisseurs. Plutôt l'État islamique. Joie d'un père qui retrouve ses enfants capturés par à la mère pour lui dire d'être à la porte. Quand je libère une femme ou un enfant de trop, Ni violence. il prendra vos femmes, Pendant ce temps, c'est m'offrir pour me remercier. Avec un peu de ruse, j'ai libéré cette famille de leurs griffes. après 9 mois de captivité, Raji a retrouvé son grand-père. Sa mère et sa petite sœur sont libres, elles aussi. Ils se sont installés dans une maison en chantier, abandonnée. La joie d'un père qui retrouve ses enfants capturés par ces criminels, c'est indescriptible. Mais pour Raji, la réadaptation est délicate. Il a été battu et embrigadé par ses ravisseurs. Le petit garçon est obsédé par les images d'exécution de Daesh. Il demande sans cesse à les revoir. La décapitation de ce soldat, il y a assisté avec sa mère à El Bab, au nord d'Alep. Voilà, merci. Oui, alors, on prend donc la suite, c'était vraiment intéressant. Nous, on va vous parler de toute autre chose,
Je veux bien qu'on remette de la lumière parce que sinon je ne vais pas arriver à... Merci. C'est-à-dire comment se noue la violence au numérique à travers des conversations qu'on mène dans des collèges du nord-est de Paris. Et donc c'est une expérience récente qui est menée par notre association Paradoxe dans ces collèges parisiens où certaines classes se trouvent prises dans des phénomènes de violence liés à l'usage des réseaux sociaux. Ouvrir des temps de conversation dans ces classes a été notre réponse et notre pari face au malaise de l'institution. Pari d'apprendre de ces élèves ce qu'ils peuvent dire avec leurs mots de cette violence, vieille comme le monde finalement, mais dans leur monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui les harcèle? Qu'est-ce qui les addicte? Comment se pose la question de la violence à travers l'usage extrêmement important qu'ils ont de la toile et des réseaux sociaux? Quelle lecture en tirer? Quelle clairière y ouvrir? Donc, lors de ces conversations, nous sommes deux en général face à une classe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à deux voix. Donc, arriver dans une classe d'une trentaine d'élèves de 6e, c'est d'abord pénétrer dans une forêt. Nous voilà plongés dans le foisonnement du brouhaha, comme le dit une jeune élève. Pas de doute, ça parle. Tous en même temps. On veut parler des mots qui blessent. Nous accueillons et nous cueillons leur façon de dire, ce qui permet que peu à peu, des questions graves et profondes se déplient. La langue est touchée. Ça s'entend. Il s'agira, dans le déploiement, d'apporter des nuances. Ils sont jeunes, ces élèves, vifs. Ils s'expriment à toute vitesse, comme en courant. Les mots sont lancés. Certains se détachent sur le cours des voix. Qui parle? Et ça fait mal. Et les insultes, c'est abuser. Et être humilié, c'est grave. Et rabaisser avec la race, la religion, c'est la honte. Le harcèlement a pris un nouveau visage. Il nous explique. C'est du cyber. Avec Snapchat, l'éphémère les happe. Apparition, disparition. Surtout, ne rien rater. Sentant le court-circuit de la pulsion, voir, se faire voir. Le réseau les addicte. Chacun reste à portée de son portable, branché sur eux même la nuit. Jamais j'éteins mon portable, dit une jeune fille, et si j'ai plus de batterie, je cours pour le brancher. C'est plus important que tout. Les espaces autrefois distincts de l'école, les loisirs, la vie familiale n'ont plus de discontinuité. Ça ne s'arrête pas. Notre venue de l'extérieur ouvre un décalage, une surprise dans le lieu même du savoir, à l'école. Nous nous déplaçons dans la classe. L'enseignante qui nous accueille s'est assise au fond. Nous prélevons certains de leurs mots que nous écrivons au tableau. Ils se mettent au travail de dire « Nous sommes là pour apprendre d'eux ». C'est un premier retournement. Les regards s'orientent, ils lèvent la main, lancent des bouts, des bribes, ajoutent, précisent ce qui se passe pour eux avec les insultes, les injures, l'impact sur le corps. Ils nous interrogent. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous demandent les élèves. Je hausse les épaules. Que voulez-vous qu'on fasse? Et que voulez-vous faire? Silence. Tiens, j'entends le silence. Oui, nous sommes une classe silencieuse. C'est ainsi qu'a débuté la conversation avec cette classe de 6e. Cette classe était tout sauf silencieuse. Et pourtant, que recouvrait l'agitation des dires sans interruption, comme sur le numérique. Des dires pour dire quoi? Le tableau est un objet important dans une classe. C'est l'objet du professeur sur lequel est déposé le savoir. S'y inscrit cette fois, nous allons le faire, leur savoir à eux,
leur petit bout de savoir intime qui y brille et se donne à lire. Un savoir donc qui ne serait pas complet, à compléter. Sur le tableau, leurs mots les regardent. Je voudrais beaucoup insister sur donc ce prélèvement, l'inscription au tableau, et tout d'un coup, c'est les mots qui regardent les élèves ou l'élève qui vient de le dire. C'est très important. Cela produit donc un écart, un silence. Cet écart entre l'œil et la voix, dans ces classes où règne le bruit, est nécessaire pour entendre ce qu'on dit. Un grand apaisement s'installe. Inès aborde la question du secret. Est-ce qu'on a le droit de mettre un secret sur Snapchat ? Ben, ça dépend, dit Jacques. Si tu as donné ta parole de ne pas trahir un secret, oui, mais si on n'est plus amis, alors on peut le dire. Ça veut dire quoi finalement, madame, donner sa parole ? Interroge Damien. Ça veut dire la donner à quelqu'un ou la donner de toute façon ? Nous les aidons à constituer un discours, car la langue est touchée, et l'homme est malade du langage, disait Lacan. C'est bien ce que prouve l'usage du numérique, dire, tout dire. Nous les aidons donc à constituer un discours en soulignant des mots, en les reliant à d'autres, en prenant des trouvailles de la langue et aussi en riant, en jouant avec les mots. Les mots sont donc tirés du côté de la vie et bordent la mort. Car c'est bien là le sens du bavardage incessant de cette classe, qui voilait des réels insupportables que vivaient certains élèves. Partant des mots qui blessent, ils déplient le versant de la moquerie, de la colère, ils disent que c'est pour se défendre, ils parlent du sexuel qui les convoque, de l'arbitraire des changements du corps avec la puberté. Des réseaux, ils disent « c'est ma vie » et aussi « ça ne s'arrête jamais, tout le monde peut voir ». Ils disent « on a honte, c'est dur de se sentir humilié ». Il y a la haine qui efface tout, même la conscience. Ça soulage aussi. J'ai un sentiment de rien. Ça peut aller jusqu'à l'envie de mourir. Pour notre dernier rendez-vous, les élèves de cette classe ont proposé un jeu de téléphone arabe. L'un a lancé cette phrase à l'oreille de son voisin en chuchotant. Donc là, on souligne le chuchotant, puisque, bien entendu, dans les conversations, la question de l'énonciation et de la voix et de la modulation de la voix est extrêmement présente. Alors, la phrase était « La violence n'est pas une solution. Elle s'est transformée en « L'avion balance des ballons sur le front ». C'est par la poésie qu'a pu se dire cet insupportable que supporter la classe et qui fait aussi entendre ce qu'ils perçoivent du poids de l'histoire du monde. Il est à noter que c'est là, dans l'enceinte scolaire, que ces élèves ont apporté ces mots, leurs mots. Dès notre première rencontre, ils ont répondu sans le savoir à l'inquiétude du corps enseignant. À chaque fois que nous avons mené une conversation dans les collèges, nous avons vérifié ce point. Ils ont évoqué dans une classe les mots qui blessent, dans une autre l'insulte raciste proférée à l'encontre d'un professeur qui avait mis en émoi l'institution, dans une autre encore le fait d'être une classe perturbatrice. Pour mener ces conversations, nous suivons une logique temporelle. 3 conversations, 3 rendez-vous assez rapprochés, auxquels s'adjoint un temps 4, celui de l'après-coup freudien. Ce 4e temps est prévu quelques semaines plus tard. Suffisamment de temps à passer, mais pas trop, entre la 3e et la 4e rencontre, pour que les adolescents puissent témoigner des effets que la parole, la leur donc, a pu avoir sur eux. Dans l'après-coup, certains adolescents nous ont dit avoir pu parler de façon différente, pas comme avec les parents, ni avec les profs,
et que ça pouvait empêcher le passage à l'acte. Une jouissance autorisée est passée par la parole et non plus seulement par l'agir. Parler, a dit une jeune élève, m'a fait prendre conscience que l'autre pouvait être touché par ce que je dis, sur les réseaux donc, que d'autres pouvaient penser comme moi, être affectés comme elle. Elle est sortie un peu de sa solitude. Les enseignants qui étaient présents nous ont dit aussi avoir découvert leurs élèves, 2 d'entre elles, encore dans la surprise de n'avoir jamais entendu leurs élèves parler de cette façon. Laisser entrebâiller une porte qui ouvre sur ce qu'on ne sait pas, c'est ce sur quoi notre association veille en s'appuyant à l'orientation analytique, lorsque nous nous déplaçons dans les institutions qui nous appellent. Nous sommes intervenus dans 3 collèges qui nous ont rappelé cette année. Nous souhaitions en parler ce matin, car si la langue est touchée, si le numérique peut addicter et brûler, en parler de cette façon a permis qu'une séparation, il a été question de ça ce matin déjà, s'effectue d'avec cet en-trop qui happe le sujet et son corps sur le réseau. Ainsi, dans une classe, le ton enthousiaste et léger des 2 premières rencontres laissera la place, dans la 3e rencontre, à une parole incarnée et plus grave. Celle d'une jeune adolescente d'origine asiatique qui se lève et dit, entre les pleurs, que depuis des mois, elle est dans la classe l'objet de moqueries répétées sur le réseau, touchant au nom. Pendant des mois, j'ai été appelée par d'autres noms que le mien, dit-elle, dans le silence de tous. Ces autres noms, elle ne les dira pas. Pudeur, voile mis sur l'insulte, parole grave qui fait trou dans le bavardage sur les différences inessentielles entre les sexes. Merci.